Et alors, il y a ma compagne qui arrive, on va lui demander de ne pas intervenir ou mettre la radio à fond, comme parfois. Oui, voilà. Par rapport à la formalité, je suis en tenue de travail, juste enlever la combinaison. Je suis pas passé par la coiffeuse et la maquilleuse. Ángeles, por favor, no ruido. Parce que là, on enregistre. La maison est devenue un studio d'enregistrement. Bon, Okay. bonjour Pascal. Bonjour. Merci de te prêter à cet exercice qui est le premier de notre cycle. Donc voilà, tu te présentes, tu nous dis qui tu es. Donc, je suis Pascal Gouget, j'ai 59 ans. Je suis installé depuis 1988 dans le Gers, le nord-est du Gers, en Lomagne. Une installation hors cadre familial, On en parlera un peu plus après, mais c'est pas mon lieu de naissance, c'est le lieu sur lequel je devais m'installer au départ. Ici, je fais des productions de noix en noisettes et j'ai une entreprise de prestation de services pour le lavage séchage des noix. Les vergers représentent 45 hectares, 2 tiers en noix, 1 tiers en noisettes. Et j'ai surtout, c'est pas pour rien s'il y a plus de noix que de noisettes, c'est que j'ai quand même une passion pour la noix, qui m'est venue depuis mes études. Au niveau de la commercialisation, j'ai été longtemps adhérent à une coopérative. Depuis quelques années, je vends toujours à une coopérative, mais par la partie SA de la coopérative. Il se peut que je réadhère à une coopérative ou à une structure collective. Mais bon, pour le moment, ça se passe bien comme ça et on reste comme ça, quoi. C'est difficile de changer 50 fois de solution. Je suis pas du tout dans la vente directe. Enfin, il y a un petit peu de vente directe au moment de la récolte, mais c'est vraiment pour faire plaisir aux gens de passage. Je suis pas commerçant, moi je suis vraiment dans le technique, dans la production, dans l'industrie. Voilà. Les plantations étaient faites donc dès le départ, dès l'installation pratiquement en 88. Mais il y avait un voisin qui s'est impliqué dans le projet avec moi. C'était plus simple pour moi de démarrer avec un voisin qui était partant aussi pour avoir des surfaces suffisantes. Voilà. Qui aujourd'hui est toujours là. C'est le fils qui a repris et on fonctionne toujours à peu près à deux en se répartissant les tâches. On est chacun indépendant, mais dépendant un petit peu aussi de l'autre pour certaines fonctions. Voilà. D'accord. Ce voisin associé, il est depuis le départ, il est Il toujours. n'est pas associé, on n'a aucun lien à part que moi j'utilise une partie de son matériel pour ma récolte. J'ai aussi du matériel de récolte, mais je suis pas indépendant, quoi. Je suis obligé de faire appel à lui. Et lui, il utilise ma prestation de service pour le lavage de sa récolte. On a toujours planté indépendamment, mais en se suivant, quoi. Ça nous permettait surtout d'avoir des surfaces suffisantes pour amortir certains matériels, notamment la récolte et la stabilisation. C'est le cumul des deux surfaces qui a permis que dès le début, on a pu être indépendant à deux. C'est une association d'intérêts bien compris. Donc. Voilà, oui. Oui, il y a un échange de facturation. Moi, je lui facture à prestation de lavage séchage, lui, il me facture à prestation de récolte. C'est pas équilibré, mais ça permet à chacun d'avoir une fonction et se répartir un petit peu les trucs. Donc, tu nous parles, tu l'as ébauché un peu, de ton parcours professionnel et personnel. D'où vient tout ça? Quand Donc, l'histoire a commencé? voilà, moi, je suis originaire du nord du Lot-et-Garonne, de Cancon. Je suis né là-bas. J'ai vécu jusqu'à mes 20 ans là-bas. Enfin, je suis parti assez tôt parce que l'école a fait que je suis allé à Bordeaux faire un simple bac. Et après, comme j'avais bien travaillé, j'ai eu droit à faire qu'un BTS suivant, à Montauban, un BTS Arbo. Je m'orientais vers la reprise de l'exploitation chez moi. J'étais pas très pressé parce que j'avais un besoin d'indépendance. Donc, j'ai fait des petits boulots. Notamment, j'étais technicien pendant une saison. J'ai fait un technicien pour Unicoque. Et dès que les études étaient finies, j'ai pas eu besoin de faire mon service militaire parce qu'ils m'ont pas voulu. Du coup, j'ai envisagé le parcours professionnel. Il s'est trouvé que donc j'étais en couple depuis un an ou deux avec mon épouse, celle qui est toujours mon épouse, Sylvie, et ses parents qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Par contre, sa mère était propriétaire de foncière sur le Gers. Il y avait deux propriétés distinctes mais très proches, sur lesquelles il y avait un fermier qui était en fin de parcours et qui avait vraiment des difficultés, qui voulait arrêter. C'est l'époque où on proposait l'IAD, indemnité agraire de départ. Il voulait bénéficier de ça. Il avait vraiment de grosses difficultés financières. L'agriculture ici était prospère, mais pour ceux qui avaient réussi à se développer, à bien avancer, pour d'autres, elle était un peu plus compliquée.
Et l'autre partie de la propriété, c'est mes beaux-parents qui avaient essayé pendant 2 ans de jouer aux agriculteurs, mais c'était vraiment pas leur métier, leur fonction, et ils n'en pouvaient plus. Donc le hasard a fait que quand moi j'ai quitté l'école, que j'ai fait mon truc ma saison à Unicoque, ils m'ont demandé ils ont demandé à mon épouse, mais par entièrement à mon épouse, à moi si je voulais reprendre. Et puis bon, à 21 ans, on est prêt à tout. Ouais, j'ai dit allez banco. Je sais pas si à 55 ans je le ferai, mais à 21 ans, on avait peur de rien, on y est allé. Et finalement, voilà, on s'est installé en 88, forme sociétaire, une SCEA, qui existe toujours. Dans la durée, mon épouse qui était pas, non, même si elle avait fait des études agricoles, elle était pareil, fille de fonctionnaire, elle était plus dans la fonction publique, elle a voulu reprendre des études pour aller faire fonctionnaire à Toulouse. Et donc ça a été pendant un moment un petit peu compliqué, il fallait changer de statut parce qu'on pouvait être associé exploitant, associé non exploitant. Là-dedans, il y a eu des enfants, il y a eu des arrêts on appelle ça, congé maternité, bon, plein de trucs. Donc aujourd'hui, la SCEA existe toujours. Et la seule chose, c'est qu'au lieu de 50-50, c'est 49-51. C'est moi je suis le seul gérant, alors qu'avant on était 2 gérants, 2 co-gérants. À un moment, il a fallu, on a créé une SARL parce que j'ai des gens qui me demandaient pour faire du lavage-séchage, ayant investi dans cette partie-là, des gens qui étaient embêtés, qui me demandaient de faire du lavage-séchage, et par rapport au chiffre d'affaires, ça devenait compliqué. Ça pouvait représenter gros, donc j'ai créé une SARL sur laquelle, en plus, on a posé une production photovoltaïque. Mais c'était SARL de 2018. À quelque chose près. Et donc, tes parents étaient agriculteurs donc à Cancon. Voilà. Et ton besoin d'indépendance a dépassé la facilité qu'il y avait. Je suppose que tu aurais été d'accord. 2 choses, c'est que j'avais un frère, j'étais l'aîné de famille, mais j'avais un frère donc, qui a qu'un an de moins que moi, qui lui s'était installé très tôt, avant que moi, à un moment que moi j'étais disponible, parce qu'il était apprenti chez moi et c'était la suite logique pour lui. Il s'était toujours programmé pour faire ça comme ça, quoi. Moi, personnellement, j'avais pas envie de travailler avec quelqu'un. Enfin, j'avais pas envie d'avoir le poids de l'histoire, le poids de la tradition. Je voulais créer quelque chose, quoi. Je voulais, et c'est difficile c'est toujours pareil, c'est difficile en reprenant ce qui existe déjà. Il y avait quand même une grosse structure. C'est moins facile à manipuler qu'un truc qu'on démarre, qui était d'ailleurs plus petit. Ah oui, et c'est un sentiment que tu as eu, tu en parles très nettement, qui était très clair dès le départ. Ah oui. L'entreprise de tes parents était dans le même métier en plus. Ah oui. Non, il n'y a pas. Simplement, je l'ai pas reprise. J'ai créé la même chose ailleurs. Enfin, la même chose avec quelques petites variantes, mais j'ai créé la même chose ailleurs. Mais je me sentais pas de partager mes décisions. Partager avec mon épouse, il y avait pas de problème. Mais partager avec mon père, avec un frère, non, je voulais pouvoir décider et avancer, quoi. Avancer tout seul. Voilà. Utiliser tout ce que j'avais, tout ce que je savais faire. Libre et donc terre d'accueil. Voilà. Mais effectivement, j'ai par contre retrouvé cette liberté parce que même si mes beaux-parents de temps en temps me demandaient ce qu'on faisait, etc., ils n'ont jamais été une contrainte dans mon développement. Ça a même été, ça, des fois, parce que c'était quand on va voir un banquier, surtout ailleurs que là où on est connu, il faut faire ses preuves, et j'avoue que le poids de leur caution a pesé au départ quand même. J'ai eu cette facilité, c'est que les premiers prêts qu'on a fait, ils ont été caution, ils ont accepté d'être caution et ils ont même jamais discuté de ça. Et ça nous a permis de partir bon train d'entrée, quoi. Alors après, c'était une époque où financièrement on gagnait de l'argent avec de l'argent. Donc si on jouait bien avec tout ce qui était financier, on pouvait aussi gagner de l'argent sans trop produire. Donc voilà. Bon, de la caution de tes beaux-parents. Je parle à la caution de mes beaux-parents. Mes parents ne sont jamais rentrés un jeu là-dedans. Ils avaient pas le même. Ils n'étaient pas du tout sur place et je me voyais pas leur demander à eux. En m'installant, ça me faisait plaisir, mais c'était aussi un service que j'avais rendu. La propriété n'était pas vendue comme c'était prévu depuis longtemps. Donc, tu as voulu la copie blanche pour l'écrire l'écrire toi-même. Mon histoire. Et voilà, c'est ton histoire qui avait sûrement ses racines déjà. Voilà.
quel regard portes-tu aujourd'hui sur ça, cette décision qui a prise? C'est une décision fondatrice parce que tu avais un plan B et tu as fait ce choix-là. L'avantage et les inconvénients de la copie. Le très gros avantage, c'est que, bon, déjà, c'était je pouvais exprimer pleinement ce que je sentais pouvoir faire. J'avais pas de contraintes, j'avais presque pas de dette psychologique. J'avais juste à avancer, à réunir tout ça et à le faire fonctionner, à le faire avancer. Je suis quand même pas parti à l'inconnu parce que quand les gens ici qui connaissaient pas du tout ces productions et ce mode de fonctionnement m'ont dit quand même il fallait avoir du courage pour le faire, même si au moment où on l'a fait, ils étaient tous persuadés qu'on allait se planter, il fallait avoir du courage pour le faire, etc. Ils me disaient, je dis non, moi j'ai recréé ce que je connaissais. En fait, je partais pas à l'inconnu, je recréais ce que je connaissais. Même si au lieu d'être des pruniers et des noisetiers, c'était des noyers, euh, j'ai recréé le milieu dans lequel j'avais toujours grandi, toujours existé. Je savais faire et en plus j'avais fait des études en fonction de ça. Oui. Donc, quelque part, j'ai pas pris des risques énormes. Bon, je suis peut-être bien tombé au niveau production, au niveau environnement, etc. Mais j'ai pas pris des risques énormes. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où il suffisait d'investir. Bon, il fallait le faire dans le productif, mais il suffisait d'investir et vogue la galère, quoi. Enfin, on n'avait que 20 ans après, on avait qu'à se dire, purée, si j'avais su, j'en aurais mis un peu plus, quoi. Quelque part. Le frein n'était pas enfin, j'avais pas de frein autour de moi. Les seuls freins que j'avais, c'était les miens, quand je sentais plus le truc, pareil, on a des sollicitations ou autres, et puis des fois on les sent, des fois on les sent pas. Mais quand c'est que le pif, des fois ça marche. Oui, parfois, certains gagnent tout le tour. Voilà. Et cette spécialisation arbo, donc, enfin, spécialisation en tout cas, tu as fait des études d'arbo, tu parles de noisetiers, de pruniers, et tu as développé essentiellement des noyers. Ouais. Tu as il y a une raison à ça, une sensibilité Oui, oui. particulière pour les arbres? Alors les arbres, parce que c'est ceux que je connaissais, parce que c'est les études que j'ai faites. Alors le choix du BTS Arbo, c'était le dernier des choix de l'école dans laquelle j'ai été. En plus, c'était le dernier des choix. À un moment, à la sortie du bac, il faut faire des choix. J'avais fait d'autres choix avant d'avoir celui-là. C'était le dernier. C'est celui seul où j'étais admis. Faut pas se tromper. Mais ça m'a permis de faire un stage à l'INRA entre les 2 années de BTS, un stage à l'INRA avec Monsieur Germain. Et il me faisait suivre partout dans ses collections. Et à l'époque, l'INRA avait été propriétaire, enfin exploité, je ne sais pas si c'était propriétaire, mais il exploitait l'île d'Arsène, qui est à Bordeaux. Un endroit extraordinaire que j'ai découvert à cette occasion-là, qui n'est plus du tout à l'INRA, je ne sais plus trop ce que c'est devenu. Enfin, l'île est toujours là, mais elle a été bien esquintée par les tempêtes de 99, je crois. Quand on arrivait là, tout d'un coup, alors que c'était Ameville, hein, c'était extraordinaire de voir ces arbres qui poussaient là et ces noyers. Me demandez pas pourquoi, c'est comme une belle fille, sans doute. J'ai été impressionné par la beauté de ces vergers, le truc. Et en fait, cette production m'a attiré au départ par de la beauté, par du truc. Et après, je suis pas du genre à faire à moitié. Enfin, quand je m'intéresse à quelque chose, j'y vais jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, j'ai chopé notamment à l'INRA tout ce qui existait sur la noix, le noyer. Et j'ai étudié beaucoup, j'ai développé mon BTS en étudiant beaucoup sur cet arbre. Il y avait l'avocatier aussi, mais ça c'était pour autre raison. Et donc j'ai étudié parfaitement cet arbre. Donc au départ sur des supports français. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres endroits où ils faisaient ça de manière un peu plus industrielle, un peu moins traditionnelle. Ça c'est plutôt à Versailles et Versesy qui m'ont amené. Puisque dans le même temps, du coup, je m'intéressais au noyer. Quand pépinière noyer, c'était à Saint-Macaire ou Saint-Mexan. C'était domaine de la Lande. Et donc, j'allais les voir quelques fois. Et eux, ils commençaient à développer un verger qu'ils avaient copié sur le modèle américain, qui n'était pas issu de la tradition, qui était vraiment quelque chose d'industriel, quoi. Et donc, cette production m'a intéressé pour ça. J'ai pris des contacts avec des gens là-bas. Et quand je me suis installé ici, donc en fait, entre les deux, il y a eu qu'un an et demi, 2 ans, dès que j'ai pu, j'ai planté. Alors par contre, je réfléchissais à ce qui faisait que quel moment j'ai décidé de planter, parce que des fois on est, pardon, des fois on est, il faut un facteur déclenchant. Et en fait, quand je me suis installé, je donnais les cours, donc il fallait aussi vivre à côté. Donc je donnais les cours de gestion dans le CFA et je faisais surtout de l'animation des stages 50 heures dans le Gers.
l'époque où il y avait 200 installations par an. Et tous les mois, on avait un stage 50 heures. Et un jour, un stage 50 heures, une fille qui arrive et qui s'installe avec son conjoint. Il devait s'installer sur une production laitière, mais elle voulait développer un atelier noix. Et en fait, plantation de noyer. Et en fait, elle avait fait un stage, je crois que c'est chez Pierre à la Borde, et elle avait trouvé ça intéressant. Et je me suis dit, mais attends, ils étaient gerçois aussi, je me suis dit, mais tu es passionné par ça, et tu peux pas laisser d'autres le faire avant toi. C'est tout bête comme un truc. Et, et du coup, j'ai vite lancé le truc, j'ai réuni plusieurs personnes que je savais si elles pouvaient être intéressées, et on est allé faire un tour à la LAN. Au bout du compte, cette fille, elle n'a pas du tout avancé là-dedans, elle est restée dans la production laitière. Et moi et le voisin qui m'avait suivi, donc, on a dit, bon, on y va, on plante. Ça a été un peu le truc qui fait qu'on l'a fait cette année-là, quoi. Parce que ça aurait pu aussi bien être une idée qui durait, et puis qui se réalisait pas, quoi. Et heureusement qu'on l'a fait à ce moment-là. Et qui restait une idée. Voilà. Et là, tu l'as transformé en projet. Ah oui, Moi. il faudra... D'un projet, c'est devenu une réalisation. Ah ouais. Voilà. Et donc, on a planté, j'ai planté. Donc, le truc, c'était d'avoir, pour moi, c'était de partir avec 30 hectares. Moi, j'avais pas les moyens de partir avec 30 hectares, puis ça replantait un tiers de ma surface. Je sortais de la production. Donc, j'ai planté 15 hectares, le voisin a planté 15 aussi. Et là, on avait les 30 hectares. Et à partir de là, après, moi, j'ai continué à développer pendant un moment. Lui, il est resté, il avait beaucoup de céréales à côté. C'était pas une passion chez lui. Et petit à petit, ben, moi, j'ai continué. J'ai planté 15 hectares de noisetiers pour avoir une autre production sur un autre site. Et après, j'ai replanté 15 hectares pour finir de planter tout ce qui, pour moi, était plantable et qui correspondait au volume d'eau dont je pouvais disposer. D'accord. Voilà. Bon, et donc aujourd'hui, l'entreprise en est là. Quel regard portes-tu sur elle aujourd'hui, ses forces, ses faiblesses, Donc, ça, là au milieu, tes propres forces, tes propres faiblesses peut-être? les forces, bon, c'est que je pense qu'on a un climat et un foncier qui est pas mal adapté à ces productions-là. On n'est pas, au niveau mondial, on est dans la moyenne de production de nos principaux concurrents. Alors, pour moi, le principal concurrent, c'est les Américains. C'est la Californie. On arrive à peu près au même volume, on arrive au même prix de revient en fait. Donc le réchauffement climatique, parce que quand on a planté ces variétés-là, donc le choix c'était des variétés donc de type américain, précoce, et on a donc il s'est avéré que que ça s'adaptait bien ici. Au niveau mécanisation, donc avec les surfaces que l'on a, pareil, on a pu mécaniser à peu près comme il faut. C'est un petit peu là que c'est un peu plus compliqué parce que par contre, on n'a pas des terrains plats comme aux États-Unis. Il y a un climat à la récolte qui n'est pas toujours très favorable. Il y a de l'eau pour arroser tout ça dans de bonnes conditions. J'ai une bonne maîtrise technique. Enfin, je crois avoir une bonne maîtrise technique de la production compte tenu des résultats. La surface correspond bien à ma dimension à moi, pour bien le faire, pour bien le manager, pour bien le suivre. Par contre, cette même surface est presque insuffisante parce qu'on a du mal à renouveler les vergers. En fait, j'ai pas de terrain favorable, libre pour renouveler les vergers, donc un verger qui est vieillissant. Là, par contre, la surface devient insuffisante. Donc, sur des vergers vieillissants, qu'est-ce qu'on peut... Tu n'as pas de possibilité d'acquérir ou de Mais louer? là, maintenant, j'y pense. Alors, ce qui a fait aussi, je crois qu'on a bien fonctionné jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a jamais eu d'acquisition de foncier. Enfin, j'ai toujours développé en valorisant ce qui existait, au maximum ce qui existait. Donc, j'ai pas eu à investir dans du foncier, bon, même s'il était loué, il y a pas, j'ai pas eu à investir là-dedans. Je n'ai fait que développer ce qui existait, à le rendre plus performant. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse un développement externe, c'est-à-dire trouver à proximité des terres. Bon, il y a 5-6 hectares qui se libèrent, j'espère, enfin, que je récupère, mais j'espère pouvoir acheter un suivant. C'est compliqué de planter sur des terrains dont on n'est pas propriétaire. Et il va falloir commencer à renouveler. Ça, je pense que dans la vie d'un verger, on ne l'a jamais intégré. Et c'est quelque chose qui est relativement onéreux, qui peut être compliqué, ouais. Parce qu'il va falloir arracher, pendant quelques années, il n'y aura pas de production. Des vaches, hein? Ouais, je peux avoir des vaches, non? Non, non, mais
pour avoir des vergers en pleine bourre, de temps en temps, voilà, il faut replanter aussi Et parce que oui. donc Mais ça- ça a un coût. On a profité au maximum de ce qu'on a planté, c'est-à-dire qu'on a eu des années, jusqu'à il y a 3 ans, on a vraiment fait beaucoup d'argent. C'était très rentable, quoi. Il n'y avait pas de souci. Mais il y avait peu d'investissement dans l'avenir, hormis le développement de la partie prestation. Euh, sur le verger, il n'y avait pas d'investissement sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on bénéficiait de vergers qui étaient en pleine bourre, dans des conditions assez favorables, sans jamais tenir compte du fait qu'il y a un moment, il allait falloir les arracher, donc que le chiffre d'affaires allait baisser, les charges augmenter et repartir, quoi. Et ça, on le sent maintenant parce qu'il y a une part de la baisse de résultat qui est liée au vieillissement du verger. Après, il y a un autre défaut donc dans cette histoire, c'est que étant eu l'impression d'être arrivé au bout de ce que je pouvais et savais faire, je me suis laissé aller sur des sollicitations, sur d'autres sollicitations. Bon, il y a eu un petit peu de consulting, et puis maintenant, il y a surtout le fait d'être à la mairie, comité commune, et je suis de moins en moins présent. Et en fait, tout mon système fonctionnait sur ma présence, sur ma surveillance et sur la qualité du travail que je pouvais fournir. Aujourd'hui, je sens bien qu'une partie de ce qui pêche, c'est le manque d'attention, le manque de temps pour le faire. Alors, j'ai pris une salariée qui peut le faire, mais c'est pas c'est pas la même chose, quoi. Quand on passe du broyeur, qu'on le fait bien, je suis pas sûr que ça rapporte énormément, sauf que c'est du temps pendant lequel on est dans les vergers où on voit ce qui se passe. J'ai plus ça. Et j'ai beau m'astreindre à aller une demi-journée par semaine, enfin 3 demi-journées, puisqu'on fait lundi, mercredi, vendredi, pour relever des pièges, pour regarder un peu ce qu'il y a à le verger, c'est pas la même chose que quand on y passe du temps pour d'autres fonctions. Quand on traite, on n'avance pas, sauf qu'on voit tout ce qui se passe dans le verger. ouais. Le suivi de l'irrigation, moi je pouvais pas supporter qu'un jet n'arrose pas comme il faut. Aujourd'hui, on a beau y passer avec un quad, il n'y a pas la même finesse, c'est pas le même intérêt. Ça, c'est une faiblesse et j'ai du mal à revenir en arrière là-dessus. Je pense qu'une partie de la passion s'est émoussée. J'ai l'impression d'être arrivé au bout de ce que je savais faire, au bout de ce qui me passionnait. Et j'ai le besoin de passer à autre chose. Alors, malheureusement, heureusement, l'autre chose, ce sera aussi la retraite. Mais c'est avant la retraite, ça a été, voilà, d'accepter ce rôle de maire. Et de ce qui en découle, ça a été de partir de plus en plus à l'étranger. Bon, ça, à la rigueur, ça me maintenait un petit peu ça me maintenait un peu à l'affût de tout ce qu'il y avait. De suivre ses cours à l'université de Davis, ça m'a permis d'évoluer. Aujourd'hui, même quand je regarde les trucs de l'université de Davis, il n'y a plus les grands pas qu'on faisait tous les ans, enfin que j'avais l'impression de faire tous les ans à un moment. Je dirais que les choses sont figées un petit peu. Ah Et oui. voilà. Bon, je pense que ça fait partir de vieillir, de remarquer ça. Là, tu as bien analysé les forces et les faiblesses de l'entreprise et tu dis que ton manque de temps affecte un peu Ouais. l'efficacité de l'entreprise. Toi-même, as-tu identifié des forces et des faiblesses qui peut-être pour l'avenir, dans une optique de transmission, les cartes pourraient être rebattues et tu aurais des domaines privilégiés? Alors, donc, maintenant, la différence, c'est que effectivement, je réfléchis pas que pour moi, puisque mon avenir, c'est plutôt le fils qui est en train de reprendre, qui d'ici 2-3 ans sera plus ou moins à ma place. Donc, moi, j'en ai encore pour quelques années. Je m'étais fixé un objectif assez loin pour pas être rattrapé pour pas subir les réformes des retraites, mais finalement, je crois qu'ils vont aussi vite que moi. Mais, donc, ma réflexion pour l'avenir, elle n'est plus pour moi, elle est plus pour mon fils. D'ailleurs, il faudrait que j'arrête d'y penser parce qu'il faudrait mieux que ce soit lui qui se prépare à son avenir que moi ma succession. Enfin, c'est dommage pour lui, il n'aura pas la liberté que j'ai eue. Et ça, bon, il n'a pas la jeunesse que j'avais parce qu'il a quand même presque, il va s'installer à 10 ans de plus que ce que moi je me suis installé. C'est-à-dire, moi j'avais 21 ans, lui il aura 30 ans, quoi. Au moment de l'installation, c'est pas non plus les mêmes conditions. Il est marié, il n'a pas d'enfant, mais on n'a pas la même capacité à s'adapter à 21 ans qu'à 31 ans et encore moins, bien sûr, à 57 ans ou 59 ans. Pascal, j'interviens là-dessus, ça m'intéresse. Tout à l'heure, tu as parlé je suis à côté, j'écoute, de dette psychologique. Et le terme m'a plu, j'ai trouvé ça assez puissant. Et comment tu fais, toi, justement, pour faire en sorte que ton fils n'ait pas trop ce poids de cette dette psychologique? J'aime beaucoup
ce Alors, terme, encore une fois. Est-ce que tu as bien conscience de ça? Et si oui, comment tu évites de cet écueil, tu vois? eh ben, je sais pas si je vais savoir l'éviter. Je suis comme tout le monde. Ah oui. À un moment, c'est aussi mon bébé, même si maintenant, ceux qui me l'ont confié, ils sont décédés depuis 3 ou 4 ans, hein. Et puis bon, il y a longtemps qu'ils faisaient confiance, qu'il y avait plus de soucis, enfin, qu'ils n'étaient pas inquiets. Euh, je sais pas si je vais savoir me sortir. En discuter avec d'autres qui ont étudié des successions, des trucs comme ça, on dit, mais tant qu'il vous aura pas foutu à la porte, il n'existera pas, quoi, quelque part. C'est un peu ce qui me chagrine. Euh, le, mais ouais, pour l'histoire de la succession, moi j'ai l'impression de voir bien encore ce qu'il faudrait faire pour que ça s'améliore. Mais pour que ça s'améliore, tel que c'était, c'est-à-dire en continuant ce qui existe. Oui, en fonction de ta vision. Voilà, en fonction de ma vision à moi. Je sais pas si c'est la même. Déjà, moi, je vivais sur place, je vivais pour ça, et pas de samedi, dimanche. Je pouvais prendre toutes 3 jours dans la semaine pour me reposer si le temps me le permettait. Par contre, s'il y avait du boulot à faire, samedi, dimanche, je pouvais y être. Lui, il est un peu plus, il sort du milieu salarié. Il a été salarié pendant quelques années, fait une cadre dans une entreprise. Même s'il n'y avait pas trop d'heures, le week-end, c'était quand même, c'était réservé. Comme son épouse est aussi salariée, ils ont des activités à tous les deux. Il n'habite pas sur place. Il n'y a pas les mêmes. Euh, il n'a pas pris encore le pouvoir. Bon, pour une simple raison, c'est qu'il est salarié ici depuis 6 mois là, et il lui reste là encore à faire pour se former, pour avoir le droit de s'installer. Enfin, pour pouvoir s'installer en respectant les règles de JA. Mais il n'a pas encore repris la place. Alors c'est moi qui essaye de dire, bon, qu'est-ce que t'en penses, comment on pourrait faire, etc. Mais dans ma proposition, c'est pas dans sa proposition. Il y a un truc, lui, c'est qu'il a, enfin, on en a déjà parlé, c'est il fait un BT. Alors, en parallèle, il suit 2 trucs. C'est un BPREA pour pouvoir s'installer rapidement, parce qu'il a un diplôme ingénieur par ailleurs, mais qui n'a rien à voir avec l'agriculture. Et il s'était inscrit aussi à un BTS Viti-Eno. Moi, j'adore boire le vin, mais alors le produire, c'est mon truc. Et je sais qu'il a une passion. Alors, je pense, pour le moment, il me dit non, mais je dois juste un peu, si j'ai le temps, je me ferai un peu manière. Mais je suis pas sûr qu'au fond de lui, ce soit pas une passion. Et si c'est sa passion, il faut qu'il le fasse à un moment, parce que je suis convaincu, dans tous les trucs qu'on fait, si on le fait avec passion, il y a des moments qui peuvent être difficiles. Déjà, avec la passion, on les supporte. Il faut le financer aussi, mais on les supporte. Et avec la passion, on fait très bien les choses. Et en faisant les choses passionnément, on gagne sa vie. Enfin, pour moi, on gagne sa vie. Alors, après, il y a la passion, il y a des passions qui n'ont rien à voir avec le revenu. Mais dans les cultures, moi, si j'avais pas eu la passion des noyers comme je l'ai eu, j'aurais jamais fait de noyers, et j'aurais surtout pas gagné ma vie comme je l'ai fait avec mes noyers. La passion a joué beaucoup là-dedans. Elle m'a permis de supporter des mauvais moments qui n'ont pas été trop nombreux finalement, tout compte fait. Ou alors j'ai eu la faculté de les oublier. Par contre, elle m'a permis de très bien faire ce que j'ai fait. Et je le vois par rapport à mon voisin qui a les mêmes terres que moi, les mêmes climats, les mêmes trucs. Ben, les résultats, c'est du simple au double, quoi, hein. Alors qu'il a tout pareil. Il suffit même qu'il copie sur moi. Mais il y a des choses où, ben non, ça, ouais. Et j'ai jamais caché ce que je faisais. Donc, il n'y a même pas ça. Il y a des choses, c'est du domaine du détail. C'est on disait, de l'enculage de mouche. mais, mais qui fait ce petit truc en plus, qui fait que ça réussit. Parce que faire ce qu'on veut, moi, je suis encore dans l'état d'esprit où le revenu, il vient uniquement du résultat technique, enfin, du résultat technique de la performance économique, du rendement, des quantités produites. Je sais pas faire autrement. Et j'ai beau tourner le poids dans tous les sens, pour que compenser par du prix, il faut vraiment vendre à des prix qui sont extraordinaires et pas avoir de charges supplémentaires pour vendre à ces prix-là. Voilà. Donc je reste intimement persuadé que le résultat, il vient des quantités produites. Et c'est vrai que dans mon cas, n'ayant que ces productions-là, alors ça aussi, c'était une force-faiblesse, c'est que j'avais quelque part qu'une production, mais l'avantage, c'est que toute mon énergie était consacrée pour que ça fonctionne, et je n'avais pas le droit de ce que ça fonctionne pas. C'est aussi une pression qui fait que ça a fonctionné. Et si lui, il n'a pas la passion des noyers, même s'il aime bien les machines, tout ça, voire c'est lui qui me dit, bon, il faut qu'on aille faire ci, il faut qu'on aille faire ça. S'il n'a pas cette passion-là, ça ne sera pas le même résultat, quoi. J'espère qu'il ne sera pas déçu de ça. Parce que ça permet aussi de supporter les mauvais moments. Il y a des mauvais moments. Nous, on n'a jamais gelé, mais un jour ou l'autre, on gèlera. Un jour ou l'autre, on aura une tempête qui foutra la moitié des vergers par terre. Il faut se poser la question, comment on reconstruit, comment
c'est des trucs que j'ai toujours gardés au fond de moi. Bon, ça m'est jamais arrivé, tant mieux, mais qui peuvent arriver et qui foutent en l'air un truc. Ouais. Et là, s'il n'y a pas la passion, on repart pas, quoi. Et donc, il y a peut-être un moyen de concilier la copie blanche, suivre sa passion pour ton fils, s'il veut faire de la vigne, du vin ou je ne sais quel produit, et que par ailleurs, toi, tu trouves une solution pour cette entreprise-là, ou que les deux ils soient associés avec une nourricière et l'autre Ouais. passionnelle. Après, moi, je vais pas rester associé longtemps, hein, donc il me reste maintenant bientôt, dans quelques mois, 8 ans, dans quelques jours, 8 ans, en théorie, là, par rapport à ce que je me suis fixé. Alors, pourquoi j'ai fixé, alors, c'est tout bête, c'était pour avoir droit à la retraite à plein temps, enfin, à la retraite pleine. Et je crois que le gars qui m'avait dit qu'à 67 ans, il s'était loupé un peu ses calculs, il avait oublié des choses. Et l'autre truc, c'est surtout que j'ai investi tout ce qui est bâtiment et photovoltaïque. Le seul objectif, c'est que ça me paye une retraite. Et donc, j'ai accéléré les remboursements et je me dis, je vais travailler jusqu'à avoir fini de solder ça, quoi. Et donc, ça se finit quand j'aurai 67 ans. Mais c'est 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 pas si long que ça dans le cas d'un entreprise. Déjà, il va sauter un an encore puisqu'il sera installé que dans un an. Donc, il restera 6 ans. 6, 7 ans. 7 ans, pardon. Il restera 7 ans. Et le temps un an ou deux pour vraiment prendre la mesure du truc, regarder comment il peut lancer son projet, il n'en restera plus beaucoup au bout. Et je pense pas qu'il y aura longtemps un chevauchement très long. Et j'ose espérer que petit à petit, j'aurai trouvé, moi, à l'extérieur, ce qu'il faut pour pas être trop pris, pour pas avoir la tête trop prise à ça et pas me poser de questions par rapport à ça, quoi. Ouais. Être intellectuellement absent, je vais dire, sauf s'il y a besoin d'un conseil, mais de se casser les dents, ça ne fait pas de mal non plus de temps en temps. J'allais te demander ton rêve pour l'entreprise à 10 ans encore. Ça serait quoi? Et donc, mais plus précisément, quelle serait ta satisfaction ou ton insatisfaction à l'avoir prospéré ou stagné ou périclité? Non, qu'elle prospère. Il y a des choses que j'ai pas fait, que je ferai pas moi maintenant, mais dont j'ai toujours rêvé et qui ont fait partie du truc d'avancement. J'aime l'outil industriel. Alors, l'outil industriel, nous, en agricole, c'est pas des grosses usines. Et j'avoue que quand j'ai fait le bâtiment que j'ai fait, il y avait une chose qui me motivait beaucoup, c'était de faire une entreprise de cassage de noix. Alors, noix plutôt que noisettes, parce que j'ai jamais été très noisette. J'ai quand même la passion, c'est les noix, c'est pas la noisette. Une entreprise de cassage. Et moi, j'avais accès, de par les voyages que je faisais, à des gens qui avaient déjà développé des solutions, mais pas ici. Et toutes les entreprises d'ici n'ont aucune solution et n'investissent pas dans ces solutions-là trop. Par contre, si on leur propose une solution, je sais qu'elles sont preneuses. La preuve, on les emmène en Moldavie. Et là, aujourd'hui, en Moldavie, c'est plus économiquement rentable parce qu'il y a le transport qui rejoint l'économie de main-d'œuvre. Donc, plus les soucis de traçabilité que certains peuvent avoir. Donc, effectivement, c'est le truc. Si j'avais 20 ans de moins, ou non, 30 ans ou 40 ans, ça serait dans ce bâtiment d'y mettre une partie cassage, mais pas de faire 10 tonnes de cassage. C'est de le faire comme pour le lavage, de le faire pour 500, 1000 tonnes, comme solution pour des entreprises. Ça, oui, et puis renouveler ses fichus vergers, quoi. Mais là, c'est la continuité de ce qu'il y a. C'est aujourd'hui ce qui me ferait beaucoup plaisir, c'est de dire, de voir que, voilà, il y a tant qui ont été mis pour la SARL dans le développement du cassage, des frigos, tout ce qu'il faut pour le faire. Et dans la partie SCEA, que les vergers commencent à tomber et puis à être renouvelés par des choses plus performantes. Ouais, tu dis, si j'avais 20 ans de moins, mais si tu avais 20 ans de moins, tu saurais moins de choses. Quelle serait ta limite? Quelle est ta limite? L'insouciance du jeune temps, quoi? Alors, la capacité à absorber tout ce qu'il y a à absorber, enfin, on a quand même, de temps en temps, on a quand même forcé, même si on a su trouver les machines qu'il fallait pour pas faire tout manuellement. C'est quand même du boulot, c'est d'être à un moment où on n'a que ça à penser, de pas être parti dans tous les sens avec d'autres choses. C'est que la priorité dans la vie, hormis la famille et les enfants, ce soit de travailler là-dessus, quoi. Aujourd'hui, je suis parti un peu dans tous les sens, mais dans tous les sens, et j'aime ça, et je suis à la recherche de donner des conseils aux gens, de discuter, de développer, etc. Mais plus forcément chez moi, quoi. Si c'était si simple de renouveler des vergers, d'arracher, de replanter, je le ferais encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas te casser la tête, hein? C'est du boulot, c'est de la remise en cause,
dont j'ai plus envie, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est de partir un verger de franquette qui aujourd'hui devient un verger qui est performant, mais qui a mis 10 ans à produire. On plante une chandeleur à la place, en 5-6 ans, elle produit le double de ce que produit mes franquettes. Sauf que ça demande une énergie, un travail et une patience et que je sais pas confier à d'autres. Si c'est moi, si c'est que moi. Par contre, si quelqu'un d'autre le fait pour lui, ça sera différent. Mais c'est quand même l'énergie qu'il faut, quoi. J'ai plus d'énergie. Puis bon, après, on peut rentrer dans le truc. Tu n'imagines pas un regain de cette énergie par la synergie qui pourrait naître avec ton fils? Je suis vite fatigué, physiquement. Ouais. Non, j'ai perdu l'habitude. J'ai plus l'entraînement physique parce qu'il y a aussi, l'énergie, c'est aussi physique, ouais. Et j'avoue que j'ai plus le truc. Il m'arrive de tomber là, une merde, quoi. De me fatiguer beaucoup plus vite qu'avant et de dire mais t'as rien fait, t'es fatigué, quoi. Peut-être pour ça qu'existe la retraite. Eh ben, je crois, oui. Non, et puis après, c'est vrai qu'on a des bon, c'est de la polémique, mais je suis un peu dégoûté par les contraintes dans la passion qui est tombée aussi. Il y a qu'avant, quand j'avais un problème, on avait un produit, on avait une solution. Un problème, une solution. Aujourd'hui, un problème, on a plein de trucs, on n'a pas de solution. Alors, c'est pas que les trucs sanitaires, hein, mais c'est des réglementations, ça, j'avoue, Oui, c'est des pour moi. inquiétudes. Ça me pèse. Et alors, dans tout ce parcours de vie et d'entrepreneur, qu'est-ce que ton métier ou le fait de l'entreprise t'a appris, t'a apporté à toi, à ta vie d'homme? Et tu comprends que derrière, je vais te demander si tu as un message à transmettre. Tu as dit transmettre, c'est important pour toi, effectivement. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, faut aimer ce qu'on fait. Faut les faire avec passion. Pour bien faire les choses, il faut les aimer, pour les aimer, il faut avoir une forme de passion. Et, quelle que soit la source, moi, ça a été les noyers, mais ça aurait pu être toute autre chose, quoi. Il faut avoir une forme de passion, l'aimer, bien le faire, et à partir du moment où on fait ce qu'on aime, est-ce qu'on on le fait comme il faut, et on trouve de la satisfaction dedans, et en plus, on gagne sa vie avec. Dans les satisfactions, il y a aussi qu'on gagne sa vie avec. Pour arriver là où j'en étais, je suis passé par plein de chemins pour arriver à financer. Quand on fait des plantations, je le sais aussi bien que moi, pendant quelques années, ça rapporte pas grand-chose. Quand on sort un tiers de la surface productive d'un coup pour faire des trucs et qu'on veut bien les faire, c'est-à-dire y mettre les moyens, là, par exemple, c'est 20 000 € l'hectare. En gros, aujourd'hui, c'est 20 000 € l'hectare d'investissement pour chaque hectare, quoi, tout compris avant que ça produise. On s'est mis à faire de l'ail, on s'est mis à faire des chapons, des canards prêts à gaver, on a fait plein de trucs. Il n'y avait aucune passion et ça s'éteignait vite. La seule passion qu'il y avait, c'est de trouver de l'argent pour financer le reste. Et il était temps que les noyers produisent comme il faut parce que ces trucs-là faits sans passion, ça porte un an ou deux parce qu'on essaie de bien le faire. Mais on le fait jamais comme il faut. C'est là que j'ai senti la limite de vouloir imposer à des gens des systèmes de production ou des choses. S'il n'y a pas la passion, ça fonctionne pas. T'as aucune satisfaction, quoi. Mais c'était vraiment. Je suis pas né éleveur, je l'ai jamais été. Jamais eu cette passion-là. Je l'ai fait pour de l'argent. J'ai gagné un petit peu de sous avec, ça m'a permis de fonctionner en attendant. Mais quand ça s'est arrêté, il était vraiment temps que ça s'arrête. Je commençais à perdre ce que j'avais gagné avant, quoi. Et pareil pour l'ail, on a eu beau développer en groupe un truc, un système de production performant que d'ailleurs tout le monde aujourd'hui continue à utiliser. Il y a eu un moment, quand on commence à se dire, ça, je peux éviter de le faire, je peux m'en passer, c'est qu'on est en train de baisser dans des herbages qu'on fait pas, un binage qu'on fait pas, une irrigation qu'on a sauté, un apport d'engrais, un traitement, un truc comme ça. Tout de suite, ça se paye cash. Et on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la passion du truc. Parce s'il n'y a pas cette passion-là, on ne le fait pas, quoi. Donc, je suis toujours resté persuadé qu'il y avait ça, que ça comptait beaucoup dans le fonctionnement d'une entreprise. Mais la passion, pour certains, ça peut être la passion de simplement de gérer une entreprise aussi. Pas de conduire un tracteur, pas d'aller traiter, pas de trucs. De gérer simplement son entreprise, de mettre les billes là où il faut, etc. Là, il faut une dimension autre que celle que j'ai. J'aimais la finance, j'aimais tout ça, mais c'est pas elle qui me faisait vivre. Elle me permettait de mieux fonctionner dans ma passion, mais elle nous a fait gagner un peu de sous à moi, mais c'est des petites
à la Mais génération de ce qu'on y mettait, quoi. est-ce que être moyen sur ses points faibles, c'est pas déjà une grande qualité, une qualité suffisante, et avoir une passion par ailleurs? Le maître mot, c'est quand même la passion. Oui, oui, enfin, pour moi, oui. La passion, et ça donne le goût de bien faire. Ça donne le goût de bien faire et les résultats suivent. Enfin, après, on peut tomber sur un truc où de toute manière, il y a un marasme, mais je vois tous ceux qui aiment ce qu'ils font. Alors, et en fait, on dit il aime parce qu'il gagne sa vie. Non, non, je crois que c'est parce qu'il aime qu'il gagne sa vie. Voilà, dans ce Les sens-là. deux sont liés, quoi. Et ça, pour moi, je le dis toujours. Bon, ça m'arrive dans mon truc de consultant de faire des conférences. Et je finis toujours par ça, leur dire aux gens, de toute manière, faites-le avec passion. Si vous aimez, si vous êtes passionné par ce que vous faites, ça fonctionnera, quoi. Parce qu'on voit des gens qui disent, ouais, mais toi, c'est ci, toi, c'est ça. Non, non, c'est la passion qui a fait Qui a fait que ça a fonctionné. et vous traverserez les crises. Exactement. Exactement. Ça peut, ça peut à un moment ne pas amener de satisfaction, parce qu'on gagne pas, parce qu'il faut quand même aussi, bon, on travaille aussi pour vivre, quoi. Mais ça, au bout, on arrive à supporter ça, quoi. Alors, si tu devais donner un conseil à un jeune en début de parcours, et résumer l'innombrable quantité de conseils qu'il faudrait lui donner, le résumer à un, ça serait quoi la passion? Et suis ta Mais, passion et ne fais voilà. pas Mais, ce qui ne te passionne pas. ouais, exactement. D'avoir un projet, un but et d'aller au bout. Et ce but, il ne peut être que sur des choses qui passionnent, qui intéressent, sur lesquelles on va passer du temps à se renseigner, à consulter, à étudier. Ça commence par là, hein. Et après à le créer. Et en plus, il y a une autre chose qui est très importante, mais c'est lié aussi pour moi à la passion, c'est de ne pas tout le temps changer. C'est d'avoir une ligne conduite. Alors les arbres, c'est facile parce que avant qu'on arrache, c'est pas comme des céréales où on peut changer tous les ans et du coup on voit un peu du tout et n'importe quoi. C'est d'avoir une ligne de conduite et de s'y tenir. Alors si elle est manifestement une catastrophe, savoir aussi dévier un petit peu. Mais, mais je vois beaucoup autour de moi de gens qui changent tous les ans de système de production, de fonctionnement, de culture, bon, c'est parce qu'il n'y a pas la passion peut-être, mais on n'arrive à rien, quoi, comme ça. Et ça, c'est un peu des malheurs de notre truc, c'est de suivre les subventions, de faire les choses parce qu'il y a une subvention, de faire les choses parce que cette année elle a mieux payé, de faire les choses. Faut garder un moment, c'est une entreprise, elle peut pas bouger tout le temps, elle peut pas naviguer en permanence, il faut qu'elle s'adapte à son environnement, mais il faut rester constant, quoi. Il faut pas se laisser entraîner dans des trucs à droite et à gauche qu'on change tous les ans, parce qu'en plus ça fait faire des investissements qu'on n'amortit pas, ça fait faire. Tu parlais tout à l'heure de la rentabilité, de la passion, et certains mélangeant les causes et les conséquences. Oui. Voilà, effectivement. Mais ton chemin, tes choix se sont inscrits dans le temps long. Oui. Particulièrement quand on fait des vergers et quand ce verger est créé ex nihilo. Tu n'as pas pris un verger Voilà, exactement, oui. de le développer ensuite. Là, on est véritablement dans le temps très long. Et donc, c'est l'expression de ta personnalité. Peut-être que d'autres qui changent de culture sous les ans ont une personnalité ou une vision du monde à plus court terme. Ouais, Une personnalité moins stable. oui, enfin. Oui. Moi, c'est-à-dire, j'avais un objectif au départ, donc je l'ai suivi c'était le point qu'il y avait au bout. S'inscrire dans le temps long, dans une Ouais. époque comme la nôtre, où on est sous la dictature de l'immédiat, c'est un choix fort. Objectivement, la société fait pas beaucoup de choix qui s'inscrivent dans le temps long. Ouais. Donc, tu as suivi ça, tu as suivi cette option de manière tue. C'était un peu ce que je dis aussi, c'est que pour arriver à ce temps long, je suis passé par quelques années où on a fait ces fameuses productions pour gagner de l'argent vite fait, mais qui n'était pas une passion, qui était là dans le seul but de fonctionner, de créer le reste, quoi, d'aller au bout. Mais tu l'avais décidé, ça n'avait pas d'autre vocation que Ah oui, de permettre la suite. voilà, exactement. Et c'est une chance que ça n'ait pas trop fonctionné à un moment. Comme ça, j'ai vite arrêté, je me suis pas posé de questions. J'ai pas continué pour continuer. Mais je le vois, après, bon, moi j'ai mes frères qui sont exploitants, je le vois, pour eux, ça a été la même chose. Je pense qu'il a à peu près la même passion que moi, enfin, au niveau type de culture, c'est pas forcément les noyers.
Et ils ont fait d'autres choses à côté, mais ces choses-là, aujourd'hui, sont arrêtées. Elles ont été nécessaires à un moment pour passer une crise ou un truc comme ça. Mais le seul objectif, ça a été pareil que moi, quoi. C'était de passer la crise, mais continuer sur le reste. L'investissement se faisait sur le reste. Les choses de valeur qui étaient achetées, qui permettent une productivité au ça, sont faites sur la production à temps long. Les productions à temps court, même les investissements, c'est des investissements à court terme, quoi. Le moins cher et le mieux, quoi. Avec un retour sur investissement rapide. Voilà. Ouais. Et alors, quid de ce grand thème, très très important d'avoir tous les œufs dans le même panier, spécialisation, piège à con, ouais, mais en même temps, voilà, moi, si j'avais pas... ça. Oui. Alors déjà, première chose, de toute manière, quoi qu'on fasse, il faut que chacune des cultures soit rentable par elle-même. Il ne faut pas se dire c'est un ensemble qui paye. Parce que moi, je me rappelle, quand on était gosse, c'était, bon, ben, si l'année où il n'y a pas les pruniers, il y a les vaches. L'année où il n'y a pas les vaches, il y a les pruniers, où il y a le blé, où il y a je sais pas quoi. Bien opération, il n'y avait rien qui rapportait, chaque année, pratiquement. Ou s'il y en avait une, les deux autres ne suffisaient pas. Enfin, elles ne suffisaient pas à couvrir les pertes des autres. Moi, je suis assez favorable à une spécialisation. Alors après, faut voir la dimension aussi. C'est pour spécialisation, pour chaque homme, pour chaque... Mais moi, c'est vraiment la spécialisation qui m'a permis de bien fonctionner. Je me suis concentré que sur une chose, que sur une production, et je l'ai bien fait. Quand on se disperse, quand on se diversifie, pour moi, on se disperse. D'ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas confiance, déjà, en ce sur quoi on a misé. Sinon, on va là-dedans. Ou plus largement que ça, pas confiance en la vie, à l'avenir, en Voilà, soi. oui, aussi. Toutes les déclinaisons qui peuvent en être faites. Ouais. Il faut que j'aille pisser. Ah, oui, vas-y. Un instant. Bon, je fais la tradition. on pourra couper ce qu'on veut. Là, je te trouve particulièrement à l'aise et je découvre, là, quand je t'écoute, que tu es consultant. Et Oui. qu'est-ce que tu fais exactement? Tu es consultant auprès de qui? Sur quoi? Auprès d'investisseurs en général, j'avais des clients, parce que là il y a un an ou deux que j'en fais moins, on me demande mais j'y vais pas, moins. Alors partout sauf en France déjà, parce qu'en France, si je suis consultant technique la première chose c'est que c'est des gens qui sont venus chez moi et qui, comme nous on a un système particulier, des pépiniéristes qui ont travaillé avec nous ou des marchands de matériel, quand ils avaient besoin de montrer quelque chose, souvent ils venaient chez nous. Ok. Parce que c'était pas le même fonctionnement que le fonctionnement traditionnel. Et les investisseurs ne sont pas dans le fonctionnement traditionnel. Eux, c'est la rentabilité au bout. Donc, ils venaient chez nous et ça a commencé par des gens qui ont dit, bon, mais maintenant, après avoir bien discuté, ils venaient chez nous gratuitement. Enfin, j'ai jamais fait payer. J'aime montrer ce que j'ai fait aussi. Ils disaient, mais ça serait bien que vous veniez chez nous. Alors, à force d'avoir des questions comme ça, qu'il y ait des gens qui me relançaient, parfois des gouvernements. Comme en Inde, c'était gouvernement. Ben, j'ai fini par faire une proposition et puis de l'un à l'autre, ça s'est développé, quoi. Mais pas en France, parce qu'en France, il y a un système intégré avec les coopératives ou les négociants, mais souvent, c'est stratégique pour l'entreprise et les gens aiment bien avoir leurs propres techniciens. Il n'y a rien de pire quand on est consultant que d'avoir des gens qui vous demandent à vous, alors en plus ils vous payent pour ça, et puis ils demandent aussi aux techniciens, et puis à la fin, ils font un truc un peu mélangé de tout, qui vaut rien, quoi. Donc j'ai eu des clients en France, mais ça n'a jamais trop duré, j'ai jamais fait en sorte que ça dure. Tu te déplaces, tu allais dans les entreprises, tu allais à l'étranger. Voilà, alors c'est surtout le pays sur lequel je me suis le plus développé, c'est par rapport aux gens que j'ai rencontrés, c'est la Moldavie. Ok. Il y avait une tradition de production là-bas et il y a des investisseurs d'Europe qui allaient investir là-bas, beaucoup. D'Europe d'ailleurs, des Français, il y en a quelques-uns qui sont Français, il y avait des Français, des Belges ou des Moldaves qui avaient gagné de l'argent ailleurs, qui investissaient là-dedans. Et on va pas dire j'étais payé, bien payé, mais je suis toujours quand j'y vais. Mais j'ai trouvé une satisfaction, il faut toujours trouver une satisfaction à ce qu'on fait. J'ai trouvé en face un pays qui méritait d'avancer. J'ai trouvé des gens intéressants, des gens intelligents que je connaissais pas, des fonctionnements différents. Quand c'est des investisseurs, pas du tout la même réaction que nous, donc ils se posent des questions sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on conseille. Je me suis retrouvé des fois enfermé dans un bureau avec 5-6 avocats, où ils me torturaient là pour sortir mais avec au bout des réponses. Ben, moi je donnais mes réponses et eux leur analyse de mes réponses. Je dis mais vous êtes fous, ça peut pas marcher, quoi. C'était ils étaient extrémistes, quoi. C'était rigolo. Après c'est pas mon argent, donc ça c'est pas mal d'investir avec l'argent des autres. mais bon, j'ai trouvé une certaine satisfaction. Et l'autre point là, c'est que c'est toujours pour justifier cette démarche.
nous, on avait l'habitude des gens qui disaient, mais attends, je vais pas t'acheter tes noix à 3,50 €, je vais dans les pays de l'Est, j'en ai à 1,50 €. Des qualités qui n'étaient pas identiques, mais qui pesaient sur le marché. Et des quantités qui sont pas, elles pesaient sur le marché, mais c'est des petites quantités, hein, c'est pas des gros pays producteurs, c'est des grandes surfaces, mais des petites productions. Et c'est vrai que depuis, ils sont à des prix qui sont presque supérieurs aux nôtres, donc ils n'ont plus le même poids sur le marché, enfin, ils ont le même poids sur le marché, mais ils nous ont plutôt tiré vers le haut. Et des qualités, il y a quand même un potentiel climatique, des qualités de produits qui sont pas dégueulasses, et plus on travaille avec eux, plus ils améliorent leur qualité. Et la consommation, enfin, on peut avoir un peu de concurrence, mais je pars du principe que quand quelqu'un amène sur le marché un très bon produit, il incite à la consommation, et chacun prend sa place dedans, quoi. Nous, en France, on n'a plus la qualité qui correspond, en fait. Je suis pas très protectionniste, quoi. Je suis pas très, je suis assez libre pour la concurrence, tout ça, et je me dis, des gens qui amènent un produit aussi cher que le mien et d'une qualité convenable, ben, il y a matière le marché peut le prendre, quoi. Il y a place pour tout le monde. Bon, c'est pas enfin, on peut le développer, mais c'est que d'autres, j'ai des fois été critiqué par rapport à ça. Alors, jamais méchamment, hein. Mais des gens se posaient des questions par rapport à ça, parce que je vis que des noix, moi, hein, donc mon but, c'était pas d'aller foutre en l'air ma production. C'est-à-dire qu'ils ont progressé grâce à tes conseils. Oui, non, mais en plus, ils n'ont pas progressé tant que ça. Mais par contre, ils vendent beaucoup plus cher qu'avant. Ils ont conscience de ce que vaut leur marchandise. Non, Ouais, non, parce qu'après, ils mettent pas toujours les moyens qu'il faudrait, c'est particulier. S'ils te sollicitent et s'ils te font venir, c'est que ils sont intéressés par le progrès, ils ont envie de progresser. Oui. Donc là aussi, s'ils n'avaient pas envie de progresser, tu ne pourrais pas venir, mais ils ne progresseraient pas. Donc tu leur as sûrement apporté quelque chose, mais Oui. leur de mieux est sûrement importante. Le seul truc, c'est qu'ils y mettent pas les moyens. Ils vont jamais jusqu'au bout des choses. Et à un moment, ils sont sur une économie courte, quoi. Moyen terme, pour eux, c'est 2 ans, quoi. 3 ans. Mais attends, mec, t'as planté des noyers, déjà, on te les fait produire au bout de 3 ans. Alors, chez eux, c'est pareil. Pour acheter les plants moins chers, ça produit au bout de 5 ans, quand ça produit. Mais ils sont pas dans une économie longue, quoi. Alors, d'autant plus ces pays qui ont encore un petit peu d'instabilité, quoi. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué pour eux. Bon. Mais c'est déjà intéressant. Moi, et puis ça m'a permis de continuer à me poser des questions leurs questions devenaient les miennes, quoi. À un moment. Pourquoi je fais ça? Comment je fais ça? Et en expliquant, des fois, on se donne aussi, on s'explique à soi-même, quoi. Et puis ça m'obligeait à aller chercher des informations, à continuer à me rester performant, quoi. Voilà. On a été où? C'est une belle aventure, hein, tout ça. Et en ce qui concerne notre association et dans la communauté de paysans entreprendre, une brève question à notre intention. Qu'attends-tu, qu'aimerais-tu partager avec cette communauté et qu'attends-tu d'elle, éventuellement? Je t'avoue que je me suis pas penché beaucoup sur cette communauté, sur ce qu'elle était. C'est la deuxième fois qu'on échange. J'ai appris un peu l'autre jour à cette réunion. J'ai vu ce que c'était. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui comme avant d'ailleurs, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé, c'est de partager mon expérience, de la donner, mais pour avoir des gens qui la regardent de l'extérieur. C'est-à-dire que moi, je suis comme tout le monde, quand on est un truc, on est dans le guidon, et des fois, on voit pas le super truc qui est à côté. Une erreur, des fois, il manque de pouvoir prendre ce recul nécessaire, soit par connaissance, soit par le recul, quoi, qu'on peut avoir. Et c'est donc en racontant mon histoire de trouver des gens qui peuvent donner des solutions différentes, l'analyser, l'interpréter. Alors si à la fin ça dit que ouais, tout est beau, tout est bien, et puis on s'arrête là, bon. Par contre, de taper dans le lard là un peu, d'aiguillonner et de dire mais attends, ça tu faisais ci, ça tu faisais ça, tant sur le point technique qu'économique que philosophique, enfin sur tous les points qui peuvent exister. Pour voir les choses qui vont pas. En fait, on a toujours été gagnant d'échanger les expériences, et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. C'est pas de rester fermé. Et c'est vrai que de trouver, alors quand je m'occupais de ces stages 50 heures ou de ces formations à CFA, c'est sûr qu'on avait beaucoup, c'était toujours des gens qui s'installaient. Moi, je captais beaucoup de projets, des trucs comme ça, on en discutait. Et ça, c'est intéressant, ça permet d'évoluer soi-même, quoi, d'avoir un avis extérieur qui parfois n'est pas
n'est pas le bon. Ça fait partie de la règle du jeu. Mais qui, des fois, peut apporter beaucoup, remettre en cause ce qu'on fait. Parce que même si j'ai pas eu le poids de l'histoire, après 40 ans, je commence à l'avoir. De mon histoire. Plus de l'histoire des vergers qui existaient avant, je suis toujours comparé aux Périgourdins qui font leur production, leur variété, parce qu'ils ont toujours fait comme ça, quoi. Ils n'arrivent pas à partir d'un système que le marché demande aujourd'hui. 40 ans après, peut-être que je commence à devenir comme eux, finalement. Une histoire, c'est peut-être 35-40 ans. Hein. Donc voilà, c'est de trouver ce truc-là. Et c'est vrai que quand on a des gens en face qui ont eux-mêmes une expérience, qui ont une compétence, ça permet d'échanger pas mal, quoi. Ça permet de l'échange d'expérience, quoi, tout bêtement. Hein. C'est dans des domaines différents, mais en fait, c'est quand même à la vie d'une entreprise, quoi. Même si le boulot n'est pas le même à droite et à gauche, l'entreprise, l'usine, le fonctionnement de l'usine, c'est le même, quoi. Et les problèmes de succession, c'est les mêmes pour tout le monde. Et le cycle intemporel de la vie, l'entreprise qui naît, puis qui mûrit, Voilà. et puis qui se transmet ou doit se transmettre. C'est le cycle de la vie, ni plus ni moins. Mais à un moment, je crois que j'en ai parlé toujours. Nous, on était notamment dans les années où on faisait vraiment des chiffres qui étaient ramenés à l'unité, qui étaient vraiment énormes, ce qui était très correct. Nous, ayant l'habitude de travailler avec les investisseurs, je me posais la question de leur proposer de vendre l'entreprise. N'ayant pas à ce moment-là de successeur désigné, enfin, aucun ne s'était manifesté, j'avais pas compris qu'il y en avait un qui était vraiment intéressé. Celui sur qui j'avais misé, c'était pas son truc. Il a 14 ans, il me dit non, ton truc, ça ne m'intéresse pas. Même si aussi bien à 30 ans, il a fait un comme l'autre, il va revenir. Ouais. Mais je me posais la question parce que nous, il fallait trouver une issue. Je savais, d'ailleurs, ce qui s'est passé après, que ça baisserait parce que ça vieillissait, parce que les vergers étaient de plus en plus vieux, parce que les conditions économiques, on était monté à tel niveau de prix de vente ou autre que ça pouvait pas durer éternellement. À un moment, le marché, il allait coincer, quoi, parce que là, tout le monde se développe autour de ça à ce moment-là. Donc, je m'étais posé la question. Par chance, on ne l'a pas fait. Comme m'avait dit un banquier avec qui j'en avais beaucoup discuté et qui n'était pas mon banquier, d'ailleurs, donc c'est plus simple. Il m'avait fini par me dire, mais vous n'êtes pas prêt. Il avait sûrement raison. On n'avait pas tout préparé pour le faire, mais même ça, si c'est une vente, ça se prépare, parce que par rapport à de plus-value, problème de valeur mobilière, enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Et puis, il faut dans sa tête être prêt déjà. Et il faut un bel jour, un métier plus, quoi. Ouais. Parce qu'il y a autre solution, comme je connais, certains l'ont fait, c'est de dire, je vends, mais je reste dedans, quoi. Je vends l'entreprise, mais je reste... Ça, c'est un peu compliqué, quoi. Les rapports, c'est plus les mêmes après. On peut pas être passer du jour au lendemain, patron ou investisseur et ouvrier, quoi. Très bien, Pascal. Notre entretien arrive à son terme. Il pourrait durer des heures, bien sûr. Aller plus dans les détails. Peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup de la qualité et la sincérité de tes propos et de ta livraison. Il y a grande matière. Hein. Donc, nous espérons que tes propos ont engagé des débats, des échanges au sein de notre communauté et que cette occasion sera suivie de bien d'autres expériences de vie, d'autres trajectoires. Merci en tout cas et à bientôt à tous. À bientôt. À toi d'abord et à tous. Alors. Et bonne année. Bonne année, Pascal. Merci de même.